Pierre, les Maple Leafs sont à Montréal ce soir. On va s'entendre, ils n'ont pas exactement apporté leur équipe A, mais c'est pas de ça que je veux te parler. Évidemment, on parle beaucoup du départ de Mitch Marner depuis cet été. Et vraiment, c'est une métamorphose un peu qui se produit du côté des Maple Leafs de Toronto. On n'a pas réussi à remplacer Mitch Marner, du moins pas pour l'instant. Quel genre de système de jeu on va employer? Est-ce que c'est vraiment une métamorphose complète là, qui s'amorce du côté des Maple Leafs de ce côté-là? Bien, écoute, Alex, ça a commencé la saison dernière avec Craig Berube comme entraîneur-chef. Les Leafs ont commencé à changer la façon qu'ils jouaient l'année passée. On l'a vu dans les séries d'ailleurs. Ils ont été capables d'aller 7 matchs avec les champions de la Coupe en Floride. On connaît l'identité que Craig Berube a eue à Saint-Louis quand il a gagné une Coupe avec les Blues en 2019. On aime le jeu physique, on aime le jeu responsable défensivement. Ça, c'est des aspects très importants pour Craig Berube. Alors, on a commencé à le voir l'année passée. Mais là, cette année, avec les genres de signatures que les Leafs ont été chercher, ça continue d'évoluer dans le genre d'équipe que Craig Berube va avoir derrière le banc des Maple Leafs. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manquer Mitch Marner, on va le manquer pas mal. Mais c'est juste pour dire que à chaque fois qu'on ajoute des joueurs, le DG des Leafs, Brad Treliving, ajoute des joueurs qui aident à former l'identité que Craig Berube veut voir chez son équipe. On l'a dit, offensivement, la perte de Mitch Marner va être importante. Est-ce que Matthew Knies peut en prendre davantage? C'est ce qu'on verra cette saison, évidemment. Comme je le disais plus tôt, par exemple, les Maple Leafs n'ont pas réussi à remplacer un gars comme Mitch Marner. Puis tu vas me dire, c'est difficile de remplacer un gars à l'attaque comme Mitch Marner, mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas essayé tout simplement du côté de Toronto? Non, absolument pas. Écoute, les Leafs ont passé tout l'été en essayant d'aller chercher une option pour le top 6. Écoute, j'ai fait une longue entrevue avec Brad Treliving, le DG des Leafs, il y a quelques semaines dans un même article pour l'Athletic, et puis il s'en est pas caché. Il continue de faire des appels, puis il va continuer de faire des appels d'ici la date limite, le 6 mars cette année, pour essayer d'aller chercher une option pour ses deux premières lignes à l'aile. Il a vraiment essayé fort cet été, mais tu sais, c'est un peu semblable comme... On sait que le Canadien, il ne s'en cachait pas non plus qu'il allait rechercher un centre pour la deuxième ligne. Ouais. Il n'en avait pas de centre de deuxième ligne sur le marché cet été. Puis de la même façon, aller remplacer Mitch Marner puis ses 100 points, c'était pas facile à faire pour les Maple Leafs à l'aile non plus. Alors, on va continuer sur le côté Toronto. C'est vraiment la première saison dans plusieurs années. Les Leafs ont un peu de flexibilité sur le plafond salarial. C'est parce que, premièrement, le plafond salarial a monté, mais aussi parce que Mitch Marner faisait un gros salaire qui n'a pas été remplacé. Alors, les Leafs vont être capables de transiger s'ils ont une chance d'ici le 6 mars, mais on verra bien. En même temps, comme tu l'as dit, des gars comme Mitch Marner, des gars de 100 points, ça ne court pas exactement les rues dans la Ligue nationale de hockey. J'ai l'impression qu'on va en entendre parler longtemps. Souviens-toi, Austin Matthews, cet été, qui a dit, en fait, il y a 2 semaines à peine, il a dit aux membres des médias, là, vous avez 2 semaines pour poser vos questions sur Mitch Marner. Je ne réponds plus après ça. J'ai l'impression qu'il va se faire poser des questions encore tout au long de la saison. Même chose à propos de Mitch Marner. Pierre, il y a plusieurs joueurs qui écoulent la dernière année de leur contrat présentement. La liste est impressionnante. C'est McDavid, Kaprizov, Eichel, Kyle Connor, Artemi Panarin. Comment ça se fait que ces dossiers-là traînent aussi longtemps? Est-ce que c'est en raison des agents? Est-ce que c'est des équipes? Comment tu expliques ça? Bien, écoute, j'ai regardé dans certains dossiers, dans un article que j'ai fait aujourd'hui, parce que, tu sais, c'est pas juste McDavid, Kaprizov, Eichel, comme tu as mentionné, Alex. Il y en a une longue liste de joueurs, des joueurs importants à travers la Ligue nationale qui n'ont pas encore signé des nouveaux contrats, qui rentrent dans la saison, dans leur dernière année de leur contrat. Puis, dans une année normale, si on n'avait pas McDavid, Kaprizov puis Eichel, on parlerait un peu plus du fait que, tu sais, Adrian Kempe, Alex Stock, Martin Necas, Rasmus Anderson, John Carlson, c'est tous des gros noms quand même sur leur équipe. Puis il n'y a pas personne qui a signé encore des nouveaux contrats. Alors, j'ai regardé là-dedans, puis en général, que je te dirais, dans les gens que j'ai parlé avec, qui font partie de ces négociations-là, c'est que tout le monde a essayé de comprendre c'est quoi le nouveau marché de la Ligue nationale de hockey. Le plafond salarial monte agressivement dans les prochaines années. Qu'est-ce que ça veut dire pour les nouveaux salaires? Puis l'impression, puis qu'est-ce que je m'ai fait dire par certains agents et par certaines équipes, c'est qu'on attend pour des gros contrats comme Kaprizov et Eichel pour comme nous donner le nouveau sommet pour que les autres contrats
des autres joueurs que je viens de mentionner, on comprend un peu le marché parce que le marché change vraiment. Là. Mais le problème, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas personne qui va aller en premier. Puis surtout quand Kaprizov a dit non à 16 millions par année pour 8 ans, ça a comme, tout le monde a comme fait une pause pour dire wow, on est mieux de voir ce qui se passe dans ce dossier-là, dans le dossier d'Eichel, avant qu'on fonce plus fort dans notre dossier. Alors, je trouve ça intéressant. Martin Necas, du côté du Colorado, la pression doit être excessivement forte sur l'Avalanche. Imaginez, Necas a fait partie évidemment de la transaction de Mikko Rantanen parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre avec Rantanen. Imaginez si on n'était pas en mesure de s'entendre avec Martin Necas. Ça serait difficile à gérer dans le marché à Denver, c'est sûr, Alex. Écoute, selon mes informations, l'Avalanche, déjà cet été, a communiqué très clairement à l'agent de Martin Necas et puis évidemment au joueur lui-même, à Martin Necas, on veut te signer, on veut te garder à long terme à Denver. Puis je pense que ce qui se passe, c'est que Martin Necas veut prendre son temps. Il vient de se faire échanger l'année passée. C'était quand même assez une grosse chose dans sa carrière. Je pense qu'il adore ça au Colorado. Il joue avec Nathan McKinnon. Sur le côté hockey, je pense que c'est parfait. Mais je pense parce qu'il vient de se faire échanger l'année passée, c'est normal que je pense qu'on veut prendre notre temps dans les négociations. Alors, de ce que j'apprends, on n'a pas encore eu des pourparlers trop sérieux. Mais éventuellement, je pense que Martin Necas va dire à son agent OK, c'est le temps, je pense que je suis prêt à rentrer là-dedans. Je pense qu'il va signer un nouveau contrat avec l'Avalanche d'ici à quelque temps cette saison et demeurer avec Colorado. Pierre, tu l'as dit plus tôt, la liste de joueurs qui arrivent cette saison en écoulant leur dernière année de contrat est très longue. J'aimerais que tu nous parles de deux défenseurs. Tout d'abord, des Flames de Calgary, Rasmus Anderson et John Carlson également est à la recherche d'un nouveau contrat. On va commencer avec Anderson parce que, franchement, c'est un peu surprenant que tu es encore à Calgary. Quand Anderson n'a pas signé l'offre des Flames, un offre de 6 ans au mois de juin, les Flames ont commencé à parler d'échange avec plusieurs équipes. Le problème, c'est qu'il y avait vraiment juste une équipe qu'Anderson était prêt à signer un nouveau contrat pour faire partie d'un échange, puisqu'il reste un an sur son contrat, puis c'était Vegas. Vegas et Calgary, selon mes informations, ils ont été très proches d'un échange au mois de juin. Il y a eu plusieurs conversations, puis ça a été très proche. Mais à la fin de la journée, pour une raison ou l'autre, on sait que ça n'a pas été transigé. Alors, Anderson qui commence la saison à Calgary. Mais pendant ce temps-là, son agent et les Flames, la direction des Flames, ont recommencé à parler. Puis, l'idée de peut-être parler d'un nouveau contrat a été mise sur la table. Mais de qu'est-ce que je me fais dire, c'est que les Flames ont dit, écoute, avant qu'on rentre là-dedans, commençons la saison, on va voir comment que les choses vont, puis ensuite, on va revenir là-dessus. Je pense que les Flames ont peur un peu, la direction des Flames. Pas peur, mais ils savent que leur calendrier au début de la saison est très difficile pour Calgary. Si tout à coup, on est au bas du classement au mois de novembre chez Calgary, est-ce que vraiment ça fait du sens de signer Rasmus Anderson? Ou peut-être ça fait plus de sens de l'échanger avant la date limite, le 6 mars? Moi, j'ai l'impression que Rasmus Anderson va se faire échanger avant le 6 mars. Sur le côté de John Carlson, qui lui va avoir 36 ans au mois de janvier, évidemment, John Carlson veut rester à Washington. Écoute, c'est son équipe, on le sait. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que les Capitals n'ont pas encore commencé des pourparlers avec John Carlson. On prend notre temps. De ce que je m'ai fait dire hier par quelqu'un dans la direction des Capitals, c'est qu'on aime beaucoup John Carlson, on a tellement de respect pour lui, mais on va prendre notre temps avant de commencer sur ce dossier-là. Alors, on verra. Ouais, John Carlson, un peu qui fait partie des meubles. Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça qu'il a signé son fameux contrat de 8 ans, si ma mémoire est bonne, avec les Capitals de Washington. Pierre, parle-moi de deux attaquants maintenant en terminant. Adrian Kempe et Alex Tuch, également deux sujets qui retiennent ton attention. Puis ça, c'est deux négociations qui sont vraiment influencées par ce qui se passe avec Eichel et Kaprizov. Je pense que dans ces deux dossiers-là, on attend vraiment de voir ce qui se passe avec Eichel et Kaprizov parce que je pense que ça va avoir un effet domino sur les contrats-là. De ce que je m'ai fait dire hier dans ces dossiers-là, Kempe ainsi que Tuch, on a de la misère entre l'équipe et l'agent d'être sur la même page quand on parle de la nouvelle LNH, le plafond salarial, tout ça. Les salaires changent, mais est-ce qu'on est d'accord des deux côtés dans ces négociations-là, comment haut que ça va aller, les salaires? Alors, je vais donner un exemple. Je crois que le contrat de William Nylander, 11,5 millions par année, a été amené dans la conversation de Kempe et les Kings.
Campy qui fait 5,5 millions, c'est un très bon joueur, absolument. Mais je te dirais qu'il y a un an, probablement que la plupart des gens diraient peut-être 8-9 millions pour Campy dans ce nouveau contrat. Mais là, on parle de 10-11 millions peut-être, si l'agent est capable de se rendre là. Alors, le marché change. Et la même chose avec Alex Stock, qui 2 fois a compté 36 buts dans la saison dernière. Je suis pas sûr qu'il y a bien des gens qui, il y a un an, qui le voyaient comme un gars de 10 millions, mais je peux te dire que le 10 millions, de ce que je me fais dire, a été amené dans la conversation là, entre les Sabres et l'agent pour Alex Stock. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir, mais ça te démontre, Alex, que tout le monde, dans ces négociations-là, essaie de trouver c'est quoi la nouvelle LNH, le nouveau marché avec la plafond salarial. C'est très intéressant. Et on ne veut pas regretter en disant j'aurais dû attendre un petit peu pour signer un salaire plus élevé. Évidemment, tout le monde veut tirer la couverte de son côté. Toujours très intéressant. On a hâte de voir où ces joueurs-là vont signer. Pierre, nos équipes de football, on sait qu'ils vont s'affronter ce week-end. Tu es fan des Cowboys, je suis fan des Packers. On va souhaiter un bon match. Évidemment, une victoire des Packers de Green Bay. Moi, je veux juste un match qui est au moins de 20 points entre Green Bay et Dallas, OK? Idéalement, si l'écart est moins de 20 points, je vais être heureux. Merci. Avec toutes les blessures à Dallas. Oui, je comprends ça. Merci beaucoup, Pierre Lebrun. Toujours un plaisir.